So, good morning. Welcome to all of you. Bienvenue à ce panel qui s'appelle Agro-industrie, ouvrir cette nouvelle ère pour la fabrication locale. Bienvenue à ce panel qui s'intitule L'agro-industrie, ouvrir une nouvelle ère pour la fabrication locale. Alors, je suis Estelle Messon, je suis business journaliste de Jeune Afrique. Et laissez-moi vous présenter nos panélistes et nos experts de cette session. Alors, Monsieur SG, manager de agrobusiness à SFG. Nous avons aussi une brève présentation avant de commencer ce panel. Merci. Bonjour à tout le monde, merci de me recevoir. J'ai le privilège et l'honneur ce matin d'être le modérateur de ce panel et je suis donc heureux d'être ici avec vous. Alors, j'espère que ma présentation ne sera pas très longue et qu'elle sera intéressante à vous présenter. J'aimerais animer ce panel avec beaucoup d'enthousiasme et j'espère que vous serez avec moi tout le temps. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est en fait l'importance de l'agro-business, l'agro-industrie en Afrique. Alors, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons la possibilité de continuer à apprendre par rapport à l'impact carbone et développer donc le business en Afrique sur l'industrie. Et aujourd'hui, nous avons accès et la possibilité de régler, bien sûr, beaucoup plus de programmes construits autour de cette initiative et de ce thème. Alors, donc, suivons ensemble la petite présentation. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous parlerons donc de l'agro-industrie et nous allons parler de cette nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui pour la fabrication locale et de la transformation de l'agro-business ici en Afrique. Et nous allons parler aussi de cette matière première et de comment importer et exporter donc cette matière première aujourd'hui ici en Afrique. Alors, la situation actuelle aujourd'hui pour l'Afrique, nous allons en parler. Nous allons parler donc des enjeux de l'agro-industrie en Afrique et aussi parler de tout ce qui est importance de marketing dans l'enjeu et les compétitivités de ce marché aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons nous attendre? Comment gérer la compétitivité des coûts, la qualité, l'argument de vente et des opportunités par rapport à la population et la production des coûts. Aujourd'hui, c'est un point très important, les défis de la chaîne de valeur, comprendre des facteurs clés, avoir une idée claire, bien sûr, sur la sécurité des matières premières, les valeurs ajoutées et aussi parler des exportations et des importations. Bien sûr, comment nous allons nous positionner l'Afrique envers le reste du monde, bien sûr, et voir que nous soyons à un tiers des représentations des populations mondiales en 2023. Alors, je continue sur la prochaine slide. Alors, qu'est-ce que l'AFT peut apporter donc à la table de discussion, bien sûr, et pour être compétitif et rendre l'Afrique aussi plus attractif et puis grande en aspect de vision, bien sûr. Comment pourrons-nous mettre en avant nos industries africaines et comment elles peuvent donc être des sociétés financières internationales par rapport à l'expression de l'agribusiness. Aussi, l'AFCT nous en parle à ce panel. Alors, nous allons parler aussi du développement de la chaîne de valeur régionale pour exploiter donc les avantages comparatifs. Comme je disais tout à l'heure, comment parlons-nous de diversité illustrative et de diversité par rapport à nos différentes et nos compétitivités comparatives, bien sûr. Ensemble, par exemple, il y a des endroits où des industries, des compagnies ont l'opportunité de pouvoir transformer les énergies renouvelables. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se positionner en tant que leader dans ce domaine-là. Et nous allons donc en parler et avoir plus d'informations par rapport à ces facteurs clés sur lesquels nous devons nous pencher. Alors, nous allons avoir l'exemple du Kenya et aussi de la Zambie, et parler des exportations et de leur modèle d'exportation et d'exportation et leur vision, bien sûr, d'adaptation par rapport au marché qui est aussi fluctuable. Alors, je pense que ce serait aussi un aspect plus traditionnel, plus différent, bien sûr, que nous pourrons. Nous allons avoir aussi quelques petites questions par rapport à la connectivité de ces différentes entreprises-là et comment ils ont mis en place les infrastructures et comment pouvoir aussi les développer. Et je crois que vraiment, l'agrobusiness est le futur du business aujourd'hui en Afrique. Après, nous parlerons aussi des technologies interconnectées et comment ces technologies-là nous aideront donc à développer le domaine de l'agrobusiness. Alors, une autre vision dont je voulais donner, c'était donc l'adaptabilité par rapport à l'implémentation et au développement en Afrique de ces différentes régions. Donc l'Europe fait 60%, donc je pense qu'il y a du chemin à prendre à ce niveau. Donc maintenant, désolé, nous allons revenir à la bonne diapositive. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais parler de... Désolé. Donc, merci pour les photos que vous prenez. C'est vraiment un honneur pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poursuivre? Merci. Je suis très heureux d'ailleurs. Merci. Donc, je vais parler en fait de la réglementation de l'Union européenne sur la déforestation parce que c'est une nouvelle réalité à laquelle nous devons nous adapter. Donc, il y a 6 denrées, le cacao, le café, le soja, le palmier à huile et plusieurs autres. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour travailler sur cette problématique. D'abord, c'est la cartographie des différents risques dans les différentes régions, parce que la visualisation du risque est la première étape pour faire face à cette problématique. Une slide, une diapo en retour, en arrière, s'il vous plaît. Donc, sur cette problématique, il y a beaucoup de cartographie qui existent vis-à-vis de ces différents risques, comme les pratiques de travail ou les risques de conversion d'espaces de biodiversité. Donc, en plus du secteur privé, c'est clair que nous devons aussi avoir une finance mixte pour pouvoir renforcer ces situations. Donc, il faut faire en sorte que nous soyons visibles. Aussi, travailler sur la stratégie d'atténuation du climat. Aussi, il y a un certain nombre d'acheteurs et de traders qui pourraient être intéressés à obtenir ces informations. Ensuite, c'est de pouvoir sensibiliser sur les problématiques que nous rencontrons, sensibiliser les acteurs clés. Et je pense que certains pays travaillent dans ce sens, comme le Gabon. Ils ont besoin de certification pour leur forêt. Et troisièmement, c'est l'usage des technologies, par exemple l'imagerie satellitaire qui est en développement et aussi le système basé sur le laser qui peut cartographier plusieurs spécificités. Donc, ces technologies existent et ces technologies sont en lien avec l'amélioration de la productivité agricole.
Et je pense que cela va vraiment nous aider du côté de la productivité. Et enfin, il faut aussi organiser les petits producteurs, les organisations de petits producteurs, parce que à travers la communication, la traçabilité et la coordination, on peut avancer. Et aussi, il faut prendre du temps pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles technologies. Donc, il faut aussi échanger sur l'importance de ces activités aussi. Je pense que le secteur privé est important parce que si nous voulons faire face aux problèmes du travail des enfants, à la conservation de la biodiversité, à la création d'emplois, ben, il faut le faire. Donc aussi, il faut travailler à avoir de meilleurs rendements, car s'il y a de meilleurs rendements, on peut favoriser la conservation à un haut niveau. Donc voici en fait ce que j'ai à dire et j'ai 3 questions à poser au panel. Donc, premièrement, vous devez partager vos expériences sur ces différentes activités. Et deuxièmement, vous devez savoir comment capitaliser cela, quel est le type de soutien dont vous avez besoin du gouvernement et aussi savoir comment vous vous adaptez à ces nouvelles réglementations. Merci de m'avoir écouté et nous revenons au panel. Merci pour la qualité de votre présentation. Permettez que je présente notre 6e panéliste. Je vais commencer avec vous, Monsieur le ministre Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME de la Côte d'Ivoire. Ensuite, je passerai la parole au nouveau CEE, PDG de Afrique Food, qui est une entreprise qui produit des céréales. Et aussi, nous avons un expert qui travaille pour Olam depuis environ plusieurs années en Afrique. Donc, après, nous avons le PDG d'une entreprise connue au Cameroun qui est exportateur majeur du cacao dans ce pays depuis plusieurs années. Et nous avons une troisième dame, ce qui est Samia, qui est PDG de la CGME, la Confédération Générale de l'Entreprise du Maroc. Donc, ensuite, je vais passer la parole à mon collègue, le DG d'une grande entreprise en Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous avons le PDG adjoint de la zone franche au Nigeria, qui est développée par Tolaram, qui est une entreprise qui est clé dans ce pays. Donc, nous allons bientôt commencer. Et j'aimerais poser la première question au ministre. Si vous voulez bien, on va commencer avec une question un peu générale pour lancer le débat. Comment est-ce que la zone de libre-échange africaine peut être un booster pour le secteur agribusiness et à quelles conditions? Bien, je voudrais en tout cas encore une fois remercier les organisateurs du CEO Forum pour nous avoir conviés à ce panel important qui porte sur un sujet d'intérêt pour l'Afrique. Parce que lorsqu'on regarde un peu les statistiques, l'Afrique dispose de 60 à 65% de terres arables, voilà, 7% également des réserves pétrolières prouvées, 8% des réserves gazières, plus de 30% des réserves minières, avec tous que ce soit de l'or, de la platine, etc. Mais le constat est que l'Afrique n'a pas trop décollé de sa posture de l'ère des indépendances. Je veux dire, on continue toujours d'être exportateur de matériaux, de matières premières brutes, je veux dire, au niveau du continent. Donc, je pense que l'avènement de la zone de libre-échange économique et continentale, je veux dire, est un élément favorable qui devra permettre à l'Afrique, comme on l'a indiqué, par rapport aux objectifs de l'agenda 2060, est une Afrique intégrée, une Afrique prospère, une Afrique également qui consomme ce qu'elle produit. Je pense que cela est important. Et donc, l'agribusiness a une part importante dans cela. Lorsqu'on regarde le potentiel de la ZLECAf, notamment 1,3 milliard de consommateurs,
Selon les statistiques, en 2018, on avait environ 300 millions de personnes de la classe moyenne. Donc la ZLECAf, en fait, vient pour pouvoir donner des solutions par rapport à cette problématique que nous avons de pouvoir vendre nos produits sur le continent africain. Et donc, pour y arriver, cela demande en tout cas au niveau de l'ensemble des pays d'avoir des politiques qui soient convergentes à l'effet de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales pour que de l'amont jusqu'à en aval, en fait, on puisse maîtriser le processus de production, je veux dire avec des techniques agricoles à terres éprouvées. Également, faire des investissements par rapport à tout ce qui concerne les pistes de desserte agricole. Construire également des infrastructures de commerce en termes d'entreposage, de conservation, et également tout ce qui concerne les ventes de produits, aussi bien au niveau du marché domestique qu'au niveau du marché international. Réduire les circuits, comme on parle maintenant de circuits courts, à l'effet qu'avec des moyens logistiques et des investissements dans des infrastructures logistiques adaptées, on puisse exporter des produits plus facilement. Je dirais de la Côte d'Ivoire à Niamey, de Niamey à Douala, de Douala, je veux dire, à Durban, etc., pour que cela puisse être facilité et en faire une réalité. Parce que toutes les études ont montré que la réussite de la ZLECAf, c'est 10 points de plus, en fait, par rapport à l'évolution du niveau du commerce intra-africain. C'est un gain de 50 à 70 milliards de dollars, en fait, en plus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la ZLECAf permettra à l'Afrique, en fait, de ne pas être en marge du commerce mondial où nous ne pesons aujourd'hui que moins de 3%. Cela est également valable au niveau de la valeur ajoutée manufacturière, etc. Donc, pour nous, l'opérationnalisation de la ZLECAf reste en tout cas un défi à relever très rapidement parce que cela nous permettra d'être en ligne avec ce que nous voyons aujourd'hui, que ce soit en Europe, qui est ensemble, qui a un taux de commerce intra-européen de 60 à 70%, c'est le même constat en Asie, etc. Donc en se mettant ensemble, cela est possible. Mais pour y arriver, je pense qu'il y a des défis à relever, comme j'indiquais, au niveau de la production, avoir la compétitivité de la production, la disponibilité de la matière première, investir massivement dans l'industrialisation. C'est ce que nous avons essayé de faire en Côte d'Ivoire, dans le projet de société du président Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire solidaire. Le pilier numéro 1, c'est la transformation structurelle de l'économie par rapport à l'industrialisation. Parce que vu nos atouts, la Côte d'Ivoire est un pays agricole, on a le cacao, comme vous le savez, premier leader mondial, l'anacarde leader mondial, et caoutchouc, le coton, etc. Et on s'est dit, lorsqu'on regarde en fait ce que nous gagnons par rapport à la chaîne des valeurs internationales, c'est moins de 6%. Vous prenez le marché du cacao, c'est environ 120 milliards de dollars, et on a moins de 6%. États et producteurs qui ont environ 2 à 3%. Et donc on constate que tout ce qui concerne la valeur ajoutée, lié à la transformation, à la commercialisation, au conditionnement, à la distribution, est totalement exporté. Raison pour laquelle on a revu notre code d'investissement en 2018 pour qu'il soit plus incitatif. Et par rapport à des clusters particuliers, notamment l'agro-industrie, nous avons pris des mesures incitatives additionnelles pour que les structures qui existent en fait puissent augmenter leur capacité de production, également pour pouvoir attirer d'autres IDE. Et on a fait le même exercice aujourd'hui à cause du défi de la souveraineté alimentaire au niveau des cultures vivrières, que ce soit pour les céréales, le soja, etc. Tout ceci est en train de porter des résultats. Quand vous prenez le cacao, aujourd'hui, nous avons une capacité additionnelle de 972 000 tonnes de cacao broyé en Côte d'Ivoire sur les 2 200 000 tonnes. Okay? Ce qui fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui le premier pays broyeur de cacao. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Au niveau de l'anacarde, en 2017, nous étions à 6% de taux de transformation. Aujourd'hui, nous sommes à 22% avec l'objectif d'atteindre les 50%. En tout cas, on est dans une stratégie en tout cas qui est en train de porter ses fruits et tout ça encadré par des politiques et également des plans stratégiques tels que le PNIA qui fait environ 18 milliards d'euros que nous sommes en train de mettre en œuvre à travers 3 filières, les ressources halieutiques, les cultures de rente et également les cultures vivrières. Donc c'est tout un programme, ça nécessite la création
d'agropoles. Nous avons un programme de 9 agropoles. Voilà, nous avons commencé déjà avec 2 agropoles. L'agropole du Bélier, qui est financé pour environ 83 milliards par la Banque africaine de développement. Il y a également l'agropole du Nord, etc. Donc, globalement, vous aurez 9 agropoles sur la Côte d'Ivoire avec des investissements adaptés pour pouvoir, en tout cas, être plus proche des zones de production et également avoir cette capacité de satisfaire les besoins aussi bien des marchés domestiques et des marchés extérieurs, notamment du continent africain, vu tous les avantages que la ZLECAf va procurer. Et la Côte d'Ivoire a une expérience au niveau de la communauté économique régionale CEDEAO. Voilà. Nous avons un taux de commerce intra-africain de l'ordre de 22%, pour une moyenne africaine d'environ 16%. Donc cela montre que nous sommes dans une bonne dynamique comparée aux autres CER, mais avec la ZLECAf, je pense que ça nous permettra en tout cas de booster cela et de relever tous ces défis liés au packaging, comme je l'ai dit, aux différents investissements au niveau logistique, etc. Donc, et puis également tout ce qui concerne avoir une politique, toutes les normes au niveau international. Mais bon, la ZLECAf prévoit tout cela pour que les normes africaines, en tout cas, puissent converger à l'effet que les échanges de produits entre les différents pays, en tout cas, puissent se faire le plus facilement possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais qu'on se concentre sur un point qui est l'approvisionnement local, le début de la chaîne. So I'm going to switch into English again. So let's focus on the first part, Donc, focalisons-nous maintenant sur la première partie. Donc, il a été dit par le ministre que nous devons l'explorer un peu plus. Donc, comment est-ce que la ZLECAf peut être une solution pour booster l'approvisionnement local et que devons-nous faire pour pouvoir booster cet approvisionnement local? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur des possibilités de solutions vis-à-vis de ces expériences afin que nous puissions avancer? Qui veut bien prendre la parole sur ce point? Merci pour la question. Mon point de vue est le suivant. C'est que les matières premières vont continuer de croître si il y a une industrie manufacturière appropriée pour cette croissance des matières premières. Au niveau du Nigeria, il y a 4 voire 5 ans, ils ont interdit l'importation de riz. Et vous voyez, c'était un pays qui importait vraiment une grande quantité de riz. Donc, ces politiques qui aident les investisseurs locaux favorisent en fait l'activité commerciale et c'est la seule manière de le faire. Et sur ce, la ZLECAf nous permet de donner l'opportunité aux meilleurs fabricants d'acheter les meilleures matières premières. Donc, si vous êtes au Bénin et que la matière première est au Nigeria, à travers la ZLECAf, le transport des biens devient plus facile. Donc, une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'Afrique a un marché intérieur faible parce que nous avons besoin de la même chose et nous produisons la même chose. Donc, nos besoins ne sont pas produits par nos frères africains, ce qui empêche le commerce intra-africain. Donc, aujourd'hui, on aura un taux d'importation élevé en riz, en maïs, en huile de consommation et tout. Donc, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la ZLECAf. C'est plutôt notre inefficacité à faire en sorte qu'il y ait des industries manufacturières pour pouvoir capter la production des matières premières. Donc, permettez que je puisse dire qu'il y a une chose qui est de prêcher pour que les personnes qui sont déjà converties puissent travailler avec nous plutôt que de prêcher pour ceux qui ne sont pas encore au fait de la situation. Donc, chaque année, le continent importe 50 milliards de dollars en valeur de produits agricoles. Et nous savons aussi que chaque année, nos parents qui produisent cela dans la plantation, il n'y a que 37%
qui se retrouvent gaspillés. Nous produisons, nous n'utilisons pas et nous importons. Cependant, comme Monsieur le ministre l'a dit, en tant que secteur privé et le gouvernement, nous sommes les personnes qui importons ces 50 milliards de dollars de produits agricoles. Et nous l'importons pour l'utiliser et pour transformer des produits que nous revendons aux consommateurs sur le continent. Et nous savons que plus de 800 millions de ces consommateurs vont dormir sans nourriture. Donc il est important qu'en tant que leader, nous comprenions les cas d'affaires et que nous comprenions ce qui est important. Ensuite, concernant votre question, qu'est-ce que nous devons faire? Les entreprises comme nous doivent toujours poser la question de savoir quelles sont les alternatives locales des produits que nous voulons rendre disponibles. Je peux vous assurer que toutes les grandes entreprises, toutes les grandes multinationales, 80% des ingrédients utilisés peuvent être trouvés sur le continent. Pourquoi nous ne les utilisons pas? Parce que, partiellement, nous ne trouvons pas l'inégalité dans la quantité nécessaire et c'est là où cela est important. Et j'ai aimé la manière dont le ministre l'a dit. Il crée les conditions, il crée le cadre pour savoir comment la science puisse les aider en matière de recherche et d'innovation, comment créer un écosystème de chaînes de valeur ou de chaînes d'approvisionnement où les PME peuvent faire le premier niveau de transformation qui seront utilisés par les multinationales, de sorte à créer un écosystème où nous pouvons passer de 300 à 3000 champions nationaux. Donc, le cas d'entreprise est important. Cela va fonctionner pour les entreprises et pour le gouvernement. Merci. Donc, en écoutant toutes ces interventions, voilà la question que je me pose. Pourquoi est-ce que l'Afrique, pour autant de temps, continue de faire de belles présentations, des choses dont nous avons besoin et de ce que nous mettons en place, alors que nous ne traduisons pas tout cela en action? Donc je pense que c'est beaucoup plus facile parce qu'on a l'impression de présenter ce que les gens doivent faire. Nous devons passer à une autre étape, nous devons prendre la responsabilité, ce qui veut dire que nous savons qu'avec tout ce que l'Afrique, tout ce que la ZLECAf peut nous apporter, nous devons passer à un aspect où nous devons dire que là où chaque pays a un levier et essaie de prendre les actions appropriées, parce que c'est l'une chose de projeter ce qu'on veut faire, mais c'est une autre chose de le mettre en place de manière stratégique, la structure dont on a besoin pour passer d'un point à un autre. Donc, nous pouvons produire toutes ces matières dont on a besoin, mais si nous ne faisons pas en sorte de faire face aux problèmes du terrain réel, c'est-à-dire les producteurs vont produire, mais comment est-ce qu'ils vont acheminer leur production de ces points de production au marché? Et aussi les décideurs, les gouvernements aussi avec le secteur privé, si on s'assoit, parce que c'est au gouvernement de créer un écosystème, parce que si le gouvernement s'assoit et dit voici ce dont j'ai besoin, voici ce que nous pouvons faire, et voilà ce que nous attendons du secteur privé, de sorte qu'ensemble nous puissions mettre en place les problèmes fondamentaux pour faire en sorte que nous puissions adresser les problèmes fondamentaux pour que ces productions puissent être acheminées vers les zones de consommation dans nos villes. Donc, tant que nous allons rester dans cette atmosphère où on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire pour nous, nous allons continuer de faire de belles conférences, de parler et de ne pas avancer. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons tous à
mettre la main à la pâte. Nous devons tous prendre la responsabilité pour ce que nous avons à faire. Nous devons arrêter de blâmer le gouvernement, que le gouvernement arrête de mettre ses responsabilités sur le secteur privé, que les acteurs du secteur privé sachent que c'est pour le bénéfice de tous, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons continuer de dire que le monde industriel ne nous donne pas notre environnement, ils utilisent nos matières premières et nous devons après utiliser les produits finis et finalement, on ne s'en sort pas. Donc, nous devons mettre en place les choses élémentaires. Nous devons nous donner des projections. Nous devons mettre en place des stratégies de gestion pour dire à la première année, voilà où nous en sommes, voilà là où nous voulons être dans l'année 5 et où nous en serons dans 10 ans. Et ensuite, les faire en sorte que les contre-pouvoirs et que les indicateurs clés de performance soient mis en place. Une fois que nous les aurons faits, je pense que nous allons progresser comme il se doit. Et cette idée de la ZLECAf va être une réalité et cela va nous être profitable, cela va nous rendre plus riches, plus heureux et ainsi de suite. Merci. Les constats, les analyses aujourd'hui sont faites, il faut agir. La gouvernance est extrêmement importante. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui et de donner la position du secteur privé, marocain notamment, mais en tout cas, j'ai cette casquette-là. Pour moi, développer le local sourcing clairement est synonyme dans l'agriculture, hein, c'est synonyme de sécurité alimentaire. Je ne vais pas répéter les acquis que Monsieur le ministre a déjà, que ce soit effectivement les terres arables, la jeunesse de la population, qui est en constante augmentation et qui donne accès à un marché de 2,5 milliards d'ici 2050, également la disponibilité en ressources, la richesse de notre continent en termes d'énergie renouvelable, qui, on sait, qui est un facteur majeur de l'industrialisation, notamment avec les impératifs que nous avons à 2026, notamment sur le marché européen. Donc, les acquis sont là, effectivement. Quels sont aujourd'hui les enjeux auxquels on doit faire face? C'est ces enjeux de raccourcir. Alors, de plus en plus, on ne parle plus de mondialisation, mais de régionalisation, de circuits beaucoup plus courts. Les différentes crises qui ont succédé nous ont montré aujourd'hui l'importance de développer des circuits bien plus courts et donc d'avoir des chaînes de valeur locales. Et quand je dis locales, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional et continental. Et aujourd'hui, je parle de Made in Africa, je parle de Made with Africa. C'est extrêmement important de transformer les matières premières. Et l'exemple est édifiant qu'a cité Monsieur le ministre sur le cacao. Et au-delà de ça, l'impact peut être extrêmement important et inclusif. Donc, et pour cela, encore une fois, la gouvernance, les politiques, bien sûr, publiques doivent l'appuyer. Alors, la ZLECAf est là, bien évidemment, en tant que zone de libre-échange à l'échelle continentale, va accélérer tout ça. Elle va être un catalyseur aussi en termes de normalisation. Mais n'est pas suffisante. Aujourd'hui, des prérequis majeurs sont là et je vais énoncer, on aura l'occasion de le développer plus tard. C'est bien sûr la gestion de la ressource eau. Je sais qu'on a vu hier à Abidjan et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas, mais dans d'autres pays, ça l'est. C'est un réel enjeu. Mais la logistique est extrêmement importante. Donc, multiplier
Oui, avoir une zone de libre-échange, bien sûr, on est pour l'accélérer le plus rapidement, mais on sait que ça va prendre encore un peu plus de temps. On parle voilà, dans 5-10 ans, qu'elle soit réellement effective. Mais aujourd'hui, on sait ce que peut peser les coûts logistiques pour une entreprise agricole, pour des agriculteurs, même s'ils sont agrégés, en collectivité, en tout cas à taille, pour permettre un effet d'échelle important. Et donc, la logistique est extrêmement importante. Avoir des lignes aériennes de transport de marchandises, on a envie de développer, et dans le cadre du continent, mais il faut quand même un certain nombre de prérequis qui sont de mise. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Teresi, do you want to... Est-ce que vous voulez donner des exemples? Donc, je pense que nous savons tous qu'il y a un besoin significatif de pouvoir avoir ces chaînes de valeur localisées en Afrique. Et Madame nous dit qu'il est temps d'arrêter en fait de blâmer les autres. Donc il y a une raison pour laquelle les pays en Afrique ont une valeur de fabrication autour de 6 à 12% en comparaison avec d'autres économies basées sur la production où le nombre est autour de 25%. Donc cela ne se passe pas en une journée et cela n'arrive pas facilement. Donc comme il a été dit, cela doit se faire dans un environnement adéquat où il y a la disponibilité d'énergie et d'infrastructures de transport. Donc, voici les éléments qui vont permettre que ce changement se passe. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle les conteneurs qui sont importés dans des marchés comme ceux du Nigeria viennent à 100% plein, alors que ceux qui sont exportés de l'Afrique sont pratiquement vides quand ils partent de l'Afrique. Et la raison pour laquelle cela se passe, c'est parce que la valeur ajoutée locale ne permet pas aux producteurs, ça ne leur donne pas la possibilité d'être productifs. Donc, il faut être capable d'arrêter de blâmer les autres. Donc, en tant qu'entreprise au Nigeria, nous avons investi dans des plantations de palmiers à huile et avant, nous importions du brut, mais aujourd'hui, avec plus de 7 années d'activité, avec les politiques gouvernementales, pour pouvoir inverser cette tendance, nous avons investi pour l'acquisition et pour la mise en place d'infrastructures pour cultiver le palmier à huile dont nous avons besoin. Donc aujourd'hui, nous devons pouvoir améliorer cette situation pour arrêter l'importation d'huile brute. Donc, en faisant ce que nous faisons en tant qu'entreprise de commodité afin de pouvoir s'approvisionner de ces produits locaux, nous faisons en sorte d'importer seulement les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché local. Et c'est là où nous n'avons aucun choix. Donc, sur le plan des infrastructures, en tant qu'acteurs du secteur privé, nous faisons ce que nous pouvons en tant qu'entreprise Tolaram. Et ce que vous pouvez savoir au niveau de l'environnement des infrastructures, il y a aussi le projet de soutien important que nous avons développé au niveau de du Nigeria qui s'est réalisé il y a 16 ans, et ce projet peut changer potentiellement la manière dont les affaires sont faites au Nigeria, car cela donne la possibilité pour que les plus grands vaisseaux puissent arriver au port du Nigeria. Donc, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Il faut forcément agir en fonction du domaine du volet local et prendre des actions sur ce que nous pouvons maîtriser. Je crois que la vraie question que nous devons nous poser, en fait, et à laquelle nous devons répondre, c'est est-ce que nous comprenons
mieux le business. Et si nous pouvons avoir un mix dans les investissements de business, et qu'est-ce que nous devons faire effectivement? Quelles sont les conditions que nous devons créer pour que l'économie puisse être viable et que l'économie soit encore mieux représentée ou mieux boostée? Et aussi, nous voulons savoir l'accompagnement du gouvernement ivoirien. Nous avons eu les exemples du gouvernement ghanéen et nous avons aujourd'hui une bonne expérience et un bon exemple du gouvernement ivoirien qui accompagne bien sûr toutes ces infrastructures-là. Et nous devons faire le maximum. Nous devons encore solliciter et encourager les autres gouvernements, les autres pays à travailler dans le même sens, de faire la même chose que la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et bien sûr, aujourd'hui, nous savons que les investissements et les business font partie de tous ces atouts-là. Et nous devons encourager donc les investisseurs à venir et à travailler, bien sûr, qu'ils comprennent que, bien sûr, ce n'est pas de la charité, hein, bien sûr, c'est une question de business, donc de rentabilité et de bénéfice. Nous sommes en train de travailler sérieusement, voilà, comme tout à l'heure, Madame a relevé le point, c'est un vrai point. Nous devons être sûrs que aujourd'hui, la production de l'huile de palme de Ghana et de la Côte d'Ivoire, qui sont de bonnes productions, bien sûr, ce sont des points importants. Ce sont ces exemples-là que nous devons suivre aujourd'hui et de voir que nous sommes en train de faire des progrès énorme. Nous avançons à grands pas, bien sûr. Et certaines entreprises aujourd'hui utilisent et importent, bien sûr, à partir de la Chine et autres. Mais notre continent, nos pays africains doivent aussi pouvoir développer et pouvoir importer et exporter des bons produits. Nous avons la matière première, nous avons les compétences. Pourquoi ne pas modifier notre approche et devenir aussi important et grand et faire en sorte que tout ça puisse être possible aujourd'hui sur le marché et voir les ingrédients tels que l'amidon ou tels que le manioc ou la transformation de l'huile de palme soient aujourd'hui des produits exportables vers les États-Unis, vers des pays, on va dire, business, investisseurs mondiaux, bien sûr. Et ce sont des process qui doivent être différents. Et aujourd'hui, si nous voulons créer un écosystème consistant, un écosystème fiable et avoir des garanties d'entrée et donc bien sûr des concrétisations, nous devons pouvoir travailler avec l'AFC, convaincre l'AFC de mettre en place des investissements qui nous permettent donc d'aider ces entreprises-là et d'investir dans les connaissances soutenables et aider les gouvernements à investir dans la recherche des investissements dans le continent africain. Aujourd'hui, moi, je pense que ce sont des choses concrètes que nous devons faire aujourd'hui. Ce sont certaines des choses que nous devons faire et que nous devons porter en avant parce que ça donne le sens à ces investissements-là, à ce business que nous sommes en train de faire. Merci. Que le secteur privé et le gouvernement doivent être main dans la main. Là, on n'a pas le secteur privé contre le gouvernement ou l'administration contre le secteur privé. En Côte d'Ivoire, nous l'avons bien compris, parce que le secteur privé est au cœur de tous les programmes de développement économique en fait de notre pays. C'est pour ça notre plan national de développement 2021-2025, qui a sa troisième génération d'un montant de 90 milliards d'euros, atteint environ 75% de contribution du secteur privé. Donc en tant que gouvernement, nous créons le cadre, nous prenons des tests par rapport à la politique. On met en place également différentes incitations à l'effet que le secteur privé soit plus présent. Nous souhaitons que le secteur privé soit plus audacieux parce que nous créons des opportunités. Et encourageons également le secteur privé africain à saisir toutes ces opportunités qui sont ouvertes et également sans fermer la fenêtre en fait aux investisseurs internationaux qui sont déjà en Côte d'Ivoire. Et pour dire que, c'est-à-dire, il faut qu'on change en fait de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une société africaine totalement décomplexée qui aspire tout simplement à s'insérer
dans le tissu économique et social, en fait, autant vous avez 75% des Africains qui ont moins de 35 ans, mais ça peut être un atout, mais également ça peut constituer des difficultés si ces sujets ne sont pas traités. En témoignent toutes les menaces exogènes que nous avons ici et là dans nos différents pays. Donc cela est très important. Et donc, raison pour laquelle nous travaillons à trouver des solutions pérennes, structurelles aux problématiques de développement. Donc, nous souhaitons que le secteur privé aille de l'avant. Nous constatons qu'à travers nos politiques, il y a des avancées, comme je l'ai indiqué. Quand je prends le cacao, à fin 2024, il y a des usines qui sont en cours de construction. Grâce aux politiques que nous avons mises en place, j'aurai 200 000 tonnes supplémentaires de capacité installées en termes de transformation des cacao, etc. On peut en citer plein d'exemples. Quand vous prenez la filière huile de palme, c'est l'une des filières les mieux intégrées en Côte d'Ivoire, du champ jusqu'à l'assiette, en fait. Où nous produisons environ 550 000 tonnes par an. 75% sont consommés en produits raffinés directement par les consommateurs ivoiriens et environ 25% qui sont exportés, notamment dans les pays de la sous-région. Mais le défi que nous avons, notamment au niveau des gouvernements, c'est la capacité des gouvernements à lever les ressources pour pouvoir financer toutes les infrastructures primaires, les amener primaires, en termes d'eau, d'électricité, de ITC, etc. Lorsqu'on regarde les statistiques de la BAD, le besoin en termes d'infrastructures par an au niveau de l'Afrique est situé entre 130 et 170 milliards par an, avec un gap de plus de 69, 68 à 100 milliards de dollars de gap en termes de capacité de financement. Alors que, bon, souvent les États sont confrontés, comme vous le savez, à d'autres défis, les défis sécuritaires, les problématiques liées à l'éducation nationale, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut approfondir la réflexion pour trouver d'autres voies, d'autres alternatives, en fait, pour permettre au système financier international, régional en tout cas, de pouvoir proposer des solutions innovantes à ces problématiques-là. Nous essayons de le faire à travers des partenariats publics-privés, etc., etc. Mais il faut accélérer la cadence, en fait, je pense. On a l'avantage d'avoir un marché et également travailler à changer le mindset, la mentalité des consommateurs. Nous le faisons même au niveau de l'UMOA. Chaque mois, au mois d'octobre, on promeut ce qu'on appelle le mois du consommé local pour amener les Africains à consommer prioritairement les produits qui sont fabriqués localement. Vous savez, lorsqu'on a eu la crise en Ukraine, tout le monde a pris des mesures, dont la Côte d'Ivoire, pour pouvoir soutenir les consommateurs, pour ne pas que le prix du pain puisse augmenter. Voilà, le prix du pain en Côte d'Ivoire était de 150 francs, la baguette de 174 grammes. Il a fallu subventionner pendant 9 mois les meuniers, parce que les Ivoiriens sont devenus des gros consommateurs de pain qui est fait à 100% avec le blé par rapport à la farine boulangère, etc. Et on a dû faire une réforme pour insérer dans la fabrication du pain des matières premières locales, telles que le maïs, le mil, le manioc, etc. Voilà, à une certaine proportion, en tenant compte des avis des chercheurs par rapport à la panification du pain, etc. Tout ça, ça crée une filière, en tout cas, pour ce secteur, etc. Donc, pour dire que c'est vraiment important qu'on puisse le faire. Mais on a un autre défi. On en a parlé sommairement, et je pense qu'il est important que les PTF en tiennent compte dans les discussions avec nos États. C'est la place que doit occuper la construction des infrastructures commerciales. Vous savez, le niveau de perte post-récolte dans la plupart de nos pays n'est pas en dessous des 50%. Parce que la dame qui est chez nous à Saint-Fra ou à Goïtafla, je veux dire, avant que son produit n'arrive au marché, elle perd 50% de ses récoltes. Parce que soit le produit ne sort pas de champ, ou bien il n'y a pas de marché de proximité, il n'y a pas de centre de groupage. Et dans la région, il n'y a même pas de marché de gros. Et en ville même, souvent, les marchés de détail n'existent que de nom. Parce que quand vous rentrez dans des marchés de détail, nos bonnes mamans, nos sœurs, elles ont des étals, mais quand vous avez de la tomate, ça ne peut pas tenir 3 jours. Et après, ce sont des pertes qu'elles ont, etc. Donc, elles sont obligées
d'augmenter les prix parce qu'elles savent à l'avance que 3 jours après, elles vont perdre au moins 50% de leur récolte. Tout cela a une incidence. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une enquête et nous avons noté qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'on a sensibilisé les grandes surfaces, à vendre en fait les produits locaux tels que la banane, l'igname, etc., les épices au niveau ivoirien, etc. Et on a noté que par moment, les prix de la banane au kilo de produits, produits vivriers dans les supermarchés sont souvent sont moins chers par rapport aux prix qui sont pratiqués dans nos marchés. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, nous encourageons les opérateurs à le faire. Ils ont créé des circuits d'approvisionnement. Ils achètent à un certain niveau, ils ont la capacité de pouvoir conserver. Et il y a une formation des PME également qui s'est faite, avec des garanties d'approvisionnement, que ce soit au niveau de la viande, du poisson, de ces produits vivriers, etc. Raison pour laquelle je dis il faut que lorsque les multinationales viennent, elles puissent voir les réalités du pays et puis essayer de changer de paradigme pour pouvoir créer des filières liées aux produits locaux. Je prends un autre exemple. Il y a un intrant qu'on appelle le sorbitol, qui est un intrant qui est utilisé dans la fabrication du dentifrice, mais qui est importé d'Europe à partir en fait de la pomme de terre. Mais lorsqu'on fait les études, nos chercheurs disent mais ce même intrant, on peut l'avoir dans le manioc. Donc par rapport au local sourcing, pour dire qu'il y a des possibilités en fait. Voilà, il y a des possibilités, mais chacun doit être dans son rôle. On souhaite en tout cas que nos partenaires traditionnels, etc., puissent en tout cas mieux soutenir les États, je veux dire, à l'effet de pouvoir mettre en œuvre, en fait, ou bien créer toutes ces infrastructures dont on a besoin au niveau de cette chaîne de valeur importante. Également au niveau de tout ce qui concerne, je parlais des agropoles, mais les parcs industriels que nous devons avoir, même des parcs industriels transfrontaliers, etc., pour éviter que les pays fassent la même chose dans le cadre d'une chaîne de valeur régionale. Tout ça dans un souci d'efficience, etc. Donc, je vais peut-être m'arrêter là et dire que je pense que nous sommes dans la bonne direction. Nos différents leaders ont montré la voie. Depuis 1960, l'un des accords qui a eu le plus grand succès, c'est l'accord portant sur la ZLECAf. Où aujourd'hui, sur les 55 pays, vous avez 54 pays qui ont déjà signé. Et également, en termes de ratification, vous avez plus d'une quarantaine de pays qui ont ratifié. Vous savez, il y a même des accords de 1963 qui aujourd'hui font l'objet de ratifications. Cela montre également que les chefs d'État ont compris la nécessité d'avoir un marché unique africain. Son opérationnalisation peut prendre un peu de temps, compte tenu de certains défis qui ont été relevés, mais il faut savoir qu'on est dans un processus irréversible et que l'Afrique, en tout cas, je veux dire, lorsqu'on fait les prévisions en 2050, c'est environ 2,5 milliards de consommateurs, je veux dire, est amené à jouer son rôle et l'agribusiness doit jouer une part importante. Moi, je voudrais lancer un appel aux opérateurs économiques, aux multinationales, aux PME, aux hommes d'affaires, de continuer à investir dans l'agribusiness, d'investir dans la transformation. Voilà, je vois un ami, un acteur qui est dans la chaîne de valeur du poisson en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous avons bâti toute une stratégie de développement des piscicultures, etc. La Côte d'Ivoire importe, on sort 400 milliards de francs CFA de devises par an pour le poisson. Plus de 520 milliards de devises par an pour le riz, etc. Mais on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas tenable en fait. Ça a un impact sur la balance de paiement, sur la balance commerciale, etc. Donc je pense qu'il y a pas mal de points. On souhaite en tout cas que le secteur privé en tout cas, prenne toute sa place, essaie d'aller de l'avant. Et comme je l'ai dit hier dans une intervention, ici, notre administration est au service du secteur privé. Souvent, je dis à mes collaborateurs, je dis, mais notre véritable patron, c'est le secteur privé. Parce que si ça va chez le secteur privé, l'État aura plus de moyens, je veux dire, à le fait de pouvoir financer tous ces projets régaliens, etc. Et cela est très important par rapport à toutes les réformes que nous faisons. Donc, voilà un peu ce que je voulais rajouter, tout en vous remerciant de m'avoir invité à ce panel. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Voilà, je veux quitter. me retirer, j'ai des signatures. Je vous en prie. Merci. Merci. On va continuer un petit peu à parler avec votre permission, Monsieur le Ministre. Bien sûr. Samia, vous voulez Oui, enchaîner? je voulais réagir et sur la nécessité aujourd'hui de mieux travailler localement et entre pays sur le continent. Et à cet effet, je voulais informer, on est au Maroc extrêmement dans la même dynamique qu'en Côte d'Ivoire, à savoir avec un partenariat public-privé très fort, parce que toutes ces infrastructures ne peuvent pas voir le jour sans le secteur privé. Nous avons même décidé, donc l'orientation, c'est d'inverser l'investissement public-privé pour qu'il devienne à 2/3 privé. Et pour cela, comme je le disais tout à l'heure, c'est revoir les chaînes de valeur. Et on a lancé une étude avec la BAD sur la complémentarité des chaînes de valeur en Afrique. Et nous allons, et c'était une prise de conscience, et au-delà d'une prise de conscience, une décision dans le cadre d'un dialogue des patronats que nous avons organisé il y a quelques mois à Casablanca, pour revoir pour identifier là où on a des chaînes de valeur qui sont connectées à des chaînes de valeur qui sont à l'extérieur du continent, de voir comment nous pouvons développer ces industries à travers des synergies, du co-investissement et du co-développement. Je donne l'exemple qui n'est pas celui de l'agriculture, mais on en a beaucoup donné, mais c'est comme celui du coton au Maroc, on a une industrie textile extrêmement forte et historique, fashion textile. Au lieu d'importer du tissu hors Europe, on pourrait voir une manufacture se faire au sein du continent, là où le coton est en abondance. Voilà. Kate, you wanted to jump in or add something, offer a different perspective on what was said? I think what I'd like to add would be je pense que je voudrais renchérir en insistant sur le fait de la production de qualité, bien sûr. Et qu'est-ce que nous attendons en retour par rapport à toutes ces actions-là. Et nous devons voir qu'est-ce que nous voyons et les produits que nous exportons. Est-ce que ce sont des produits de matériaux réels? Voilà. Est-ce qu'ils peuvent développer, bien sûr, ce que nous entendons en matière de développement? Nous devons insister sur la qualité. Nous devons insister, bien sûr, sur la qualité. Nous sommes des producteurs africains et nous faisons tout pour produire des matériaux de bonne qualité et nous pouvons exporter ce matériel-là hors de l'Afrique. Alors, nous ne devons pas manquer d'attention sur ce que nous produisons et aussi localement, bien sûr, ou voir ce que font nos voisins ou ce que font nos voisins. Nous devons aujourd'hui avoir en tête cette préoccupation-là. Nous devons nous assurer que nos matières que nous produisons, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine textile, nous devons nous assurer que les produits que nous sortons de chez nous sont des produits réels, des bons produits qui peuvent donc implémenter notre connaissance et développer notre continent ou nos pays. Parce que nous ne devons pas exporter donc des produits qui vont augmenter nos coûts et nous devons pas produire de matériaux pas de bonne qualité, bien sûr. Nous devons penser produits efficaces, bons produits qui sortent de l'Afrique. Nous devons aussi changer notre manière de penser, notre mentalité et donc croire que nous pouvons produire de bons produits et que ce qui sort de l'Afrique, bien sûr, ce sont des produits qui peuvent être exportés. Tout à l'heure, le ministre parlait donc des financements dont nous avons besoin pour pouvoir mieux investir et donner un peu de la force à ces entreprises-là qui investissent ou qui produisent de bons produits. Nous devons encourager la population africaine à produire assez de matières premières de bonne qualité et nous devons penser à ça. Je pense que nous devons promouvoir la qualité
et nous devons créer bien sûr une base de marché de produits de bonne qualité, j'ai envie de dire. Et nous devons nous attendre à ça. Aujourd'hui, nous devons nous attendre à ce que les institutions d'investissement puissent nous accompagner dans ce sens-là pour pouvoir créer de la valeur et donner un peu plus de force dans les investissements et aussi dans le secteur culturel. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors, je ne veux pas trop m'éloigner de la discussion, mais comme disaient tout à l'heure tous les autres, mes premiers copanélistes, aujourd'hui, l'Afrique est dans une position, on va dire, d'efficacité. Parce que dans chaque secteur, nous arrivons à produire de bons produits. Et nous sommes très, très efficaces. Bien sûr, nos entreprises, nos industries se sont développées et arrivent à produire des produits de bonne qualité, des matières de bonne qualité. Et tout cela, c'est possible parce que nous avons la possibilité, nous avons pu transférer bien sûr la technologie et nous avons pu mixer la technologie avec les connaissances réelles pour pouvoir modifier tout ça. Donc c'est vraiment très important. Ce que je voulais ajouter à son point, c'est que je pense que nous avons tous pu, bien sûr, cueillir ces opportunités-là dans le continent et nous avons pu le rendre encore plus efficace et plus élevé parce qu'il y a eu une vision unique de développement. Mais il ne faut pas que nous fassions des erreurs. Enfin, ces jours que nous planifions, ces discussions, ces panels que nous multiplions sont pour, bien sûr, donner une vision et encourager, bien sûr, tous les investissements et planifier, bien sûr, ce qui est important et ce qui peut être bénéfique pour le continent et donner de la plus-valeur, bien sûr, dans notre chaîne de distribution, notre chaîne d'exportation. Donc, je pense que ces assises, bien sûr, ne viennent pas aussi par hasard. Elles sont bien précises et elles font partie, bien sûr, de l'origine et de ce qui est faisable réellement dans chaque pays ou sur le continent de manière locale, bien sûr. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de faire tout ce travail, c'est que aujourd'hui, nous avons bien sûr des producteurs locaux qui veulent donc améliorer leur production et exporter bien sûr des produits de qualité. Et quand nous regardons aujourd'hui sur le marché global africain, nous sommes bien conscients que nous avons des bénéfices bien clairs et qui sont très importants. Et nous devons faire en sorte que tout le continent puisse arriver à ce même but, à ce même résultat. Et nous devons créer, bien sûr, de la provision en énergie et en transport et en distribution d'énergie. Alors, je crois que la vôtre sera la dernière intervention. OK, laissez-moi continuer en français, vu que... à mon avis. Les gouvernements sont en train de mettre les infrastructures en place. On voit les routes être construites. La Côte d'Ivoire, d'un show originaire, on voit les efforts aussi au Nigeria et ainsi de suite. Et les efforts aussi sont en train d'être faits d'un point de vue IC, c'est-à-dire que l'infrastructure informatique est en train d'être créée. Donc, quelles sont les barrières aujourd'hui? L'une des grosses barrières pour des sociétés comme nous qui déjà sommes dans l'exportation, et je pense que c'est un peu ce que Kate a dit, c'est au niveau des normes. On se rend compte que les normes alimentaires au Ghana sont différentes des normes au Nigeria, elles sont différentes des normes en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Et que chaque fois que vous devez produire pour l'exportation, il faut vous assurer que vous obéissez à 5, 6, 7, 8, souvent 10 normes. Mieux, quand vous exportez, vous arrivez à une des frontières, vous faites face à un système informatique. Quelques mètres après, c'est un système informatique différent et vous reprenez tout à zéro. Donc je pense qu'il faut créer le cadre réglementaire en harmonisant au maximum les requirements, comme elle a parlé de qualité, les normes de qualité, surtout dans l'alimentaire, mais aussi en faisant en sorte que les systèmes se parlent entre eux.
Ainsi, ça va aider les entreprises qui sont déjà dans l'exportation. Je voudrais finir par dire que c'est possible. C'est possible de faire de l'export dans la zone et au-delà de la zone et d'être profitable. Ce qu'il faut simplement, c'est enlever toutes ces barrières. Et c'est dans cela que la ZLECAf, pour moi, est une aubaine dont tous les business leaders, honnêtement, rêvent. Donc, je voudrais terminer sur ma note d'espoir. Ce n'est pas que l'Afrique a besoin, c'est pas que... Non, c'est en train de se passer. L'intégration sous-régionale avec des entreprises qui produisent pour les marchés où ils sont, mais au-delà, est en train de se passer. La question, c'est quand est-ce qu'on va commencer à être prêt pour attaquer le marché américain, le marché chinois, le marché européen et j'en passe. L'Afrique, oui, c'est en train de se faire. On se projette parce qu'on veut être les leaders mondiaux. On veut faire partie des leaders mondiaux. Merci. Thank you very much. Thank you to our speakers. Thank you for our experts. Thank you for this great audience. I am very sorry, but we have not much time. Merci beaucoup à tous nos participants, à nos panélistes. Désolé, nous n'avons pas assez de temps pour les questions, mais je pense que les débats et les discussions peuvent continuer dans le hall. Merci beaucoup et à la prochaine.